Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, toujours une logique de consolidation dans les marchés d'actions, une consolidation qui se déroule tranquillement, sans grande volatilité, de manière plutôt linéaire. Une consolidation à plat, le CAC 40 a dû céder à peine 3,5% par rapport au sommet historique de fin avril. Le CAC qui se tient toujours autour de 7400 points à l'occasion d'une séance de rebond. Pour l'instant, on reprend 0,6% à la Bourse de Paris après 2 jours de consolidation sans grande volatilité. Là aussi, c'est un fait notable. On voit un VIX qui est encore sous 17 aujourd'hui, mesure de la volatilité implicite du marché américain. Nous reviendrons dans un instant sur ces conditions de marché avec des phénomènes de divergence exacerbés peut-être au sein des marchés et des marchés actions notamment. Jean-Jacques Oana sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Du côté de l'agenda, après les décisions de la Fed et de la BCE la semaine dernière, les investisseurs suivront la décision de la Banque d'Angleterre en tout début d'après-midi avec une nouvelle hausse de taux attendue de 25 points de base. La question étant, dans quelle mesure est-ce que la Banque d'Angleterre contemplera-t-elle, elle aussi, l'idée d'une pause après sa 12e hausse de taux depuis un cycle de resserrement monétaire au Royaume-Uni qui a été engagé en décembre 2021. Réponse en tout début d'après-midi. Et puis nous reviendrons également dans cette demi-heure d'émission sur le sujet du plastique, des déchets plastiques et de la pollution générée par ces déchets plastiques. C'est un sujet qui est à la une de l'agenda mondial aujourd'hui, après les questions climatiques, environnementales, de biodiversité. Le sujet spécifique du plastique est en train de prendre une ampleur mondiale, internationale. Le G7 s'est saisi du sujet il y a quelques jours à peine. Nous y reviendrons avec Paul Defroment, analyste chez Bryan Garnier, que vous pourrez voir ou revoir. Paul qui était avec nous il y a quelques jours à peine dans Smart Bourse sur Bismart. Mais d'abord, l'analyse de marché de Jean-Jacques Oana qui est avec nous régulièrement une fois par mois dans cette émission. Bonjour Jean-Jacques. Merci. Bonjour Grégoire. Là. Vous êtes consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Le thème du jour qui vous intéresse, Jean-Jacques, c'est celui des marchés et des divergences qu'on peut observer au sein des marchés actions en général. Il y a vraiment plusieurs mondes qui se côtoient aujourd'hui dans l'univers des marchés actions. Absolument, et on n'arrive pas à réconcilier ces mondes, et donc c'est intéressant d'en faire l'analyse, non seulement au niveau des marchés boursiers, mais même au-delà, au niveau de tous les marchés financiers cotés. Alors, déjà la première perspective qu'on peut prendre, c'est la perspective géographique. C'est vrai que depuis le début de l'année, par exemple, on est à plus 15% autour sur les indices de la zone euro, notamment le CAC 40, mais aussi l'Eurostock 50. On est en progression assez forte, récente, sur le Nikkei, sur le Japon. C'est un marché qui s'est réveillé depuis maintenant quelques semaines. Par contre, les marchés émergents sont à la peine. Et d'ailleurs, c'est une des mauvaises surprises depuis le début de l'année. On attendait finalement une relance chinoise, un rebond de la Chine. Et en fait, cela ne s'est pas produit. On ne le voit pas dans les marchés actions chinois, en tout cas, où on ne le voit pas de manière significative. On le retrouvera aussi sur les matières premières. Donc, en réalité, une déception depuis le début de l'année, c'est quand même le manque de souffle de l'économie chinoise et des économies émergentes. Et cela se traduit aussi par des performances sur les marchés émergents qui sont en dessous. Alors, ça, c'est la première perspective. On a une deuxième perspective qui est aussi intéressante, c'est la perspective sectorielle. Alors là, par exemple, en Europe, on a 3 secteurs qui dominent globalement. Alors on a moins de technologie en Europe, mais aux États-Unis c'est plus la tech. En Europe, on a les valeurs du luxe, donc ce qu'on appelle la consommation discrétionnaire, la consommation de biens durables, comme ce qu'on appelle consumer staples. Et puis on a aussi la santé qui s'en sort bien, qui est un secteur assez défensif. Et puis les secteurs à la traîne, on a les matières premières,
notamment les ressources de base, à mettre en relation finalement avec la faiblesse des économies émergentes, et puis l'immobilier. Et donc finalement, on a ce paradigme entre valeur de croissance et valeur, enfin on va dire value finalement, qui revient, qui se remet en forme depuis le début de l'année. Alors on avait une lourde interruption l'année dernière, avec une surperformance assez ahurissante des values, mais qui était une correction finalement de l'énorme tendance des 10 dernières années. Et là, depuis le début de l'année, finalement, on a un réveil, une réactivation de la tendance lourde qu'on avait connue. Aux États-Unis, on a la même tendance, puisqu'on a 22% de hausse pour le Nasdaq. En Europe, on est sur des niveaux de 25%. Sur les secteurs que j'ai cités. Alors, c'est une combinaison de secteurs qui sont premièrement sensibles à la baisse des taux, les taux étant plus stables. On a perdu 100 points de base environ sur le taux 2 ans américain depuis les hauts jusqu'à aujourd'hui. Donc, cela explique leur bonne tenue, mais aussi leur capacité à maintenir, voire à augmenter les marges, à répercuter les hausses de prix, ce qu'on a vu sur de nombreux acteurs. Et donc, finalement, on a cette réactivation du paradigme sectoriel. Ensuite, on a une autre perspective qui est intéressante, c'est la perspective grande capitalisation, petite capitalisation. Et là, on a encore le même écart de performance qui est assez ahurissant. Alors, pour donner finalement une idée, aux États-Unis, les petites banques régionales sont à moins 30%. Et le Nasdaq est à plus 22%. Donc, voilà, donc c'est un gap énorme. Et on retrouve ce gap, alors un peu moins fort en Europe, mais par exemple sur les micro-caps en Europe, on est à plus 1%, donc quasiment à l'équilibre. Et puis on est à 15% sur les grands indices. Donc voilà, 14% d'écart de performance en Europe. Et finalement, quand on retire, quand on finalement, on regarde le projecteur sur les 5 dernières années, qu'on prend du recul, on voit que les grandes capitalisations ont plutôt tendance à surperformer. Alors, surtout dans ce marché, en fait, elles se financent mieux. Il n'y a pas de difficulté de financement. Les difficultés de financement sont principalement cantonnées aux petites sociétés et viennent principalement des banques régionales, des petites banques, notamment aux États-Unis. Mais on retrouve cette tendance en Europe, finalement. Et donc, l'économie locale, en quelque sorte, cela nous donne un indice sur le fait que les petites entreprises qui forment le tissu local de l'économie sont touchées par la récession, les difficultés de financement, les perspectives de récession. Et les grandes entreprises rentrent dans la perspective d'une récession avec des bilans qui sont étincelants et des marges qui n'ont jamais été aussi fortes. Bon. Ça veut dire que pour une très grande partie du marché, ou de ce que reflète le marché de l'économie, la récession est déjà là. Oui, absolument. Non, et c'est ce que nous voyons notamment dans l'immobilier, avec des sociétés qui coupent les dividendes, des sociétés qui ont des difficultés de financement. On peut regarder aussi cet aspect petite capitalisation dans le triple C. Si on voit les tendances dans le triple C, on voit que les tendances... Donc les entreprises au bord du défaut, quoi. Voilà, très proche du défaut. Oui. Quand on regarde la dette spéculative des entreprises, donc le high yield dans sa globalité, avec des entreprises qui sont certes en catégorie spéculative, mais certaines sont de qualité. Et bien là, on voit qu'il y a toujours une tendance qui est positive, donc un appétit des investisseurs, peut-être par rareté, parce qu'il y a moins d'émissions. Par contre, quand on regarde dans la catégorie triple C, donc la plus spéculative, là, on a une tendance négative, ce qui montre bien que ces sociétés sont en difficulté. Cela va dépendre des fenêtres de refinancement et de l'échéancier de refinancement de leurs dettes, mais à chaque fois que ces fenêtres seront présentes, eh bien, les difficultés vont se manifester sur les marchés. Et ce sont des sociétés qui sont déjà en difficulté. L'avantage des secteurs leaders que vous avez cités, Jean-Jacques, dans la perspective sectorielle, la tech, la santé, la consommation discrétionnaire, autrement dit le luxe, notamment en Europe et à Paris. L'avantage de ces secteurs, c'est qu'ils concentrent des poids en termes de capitalisation boursière qui sont monstrueux. C'est-à-dire qu'on retrouve dans ces secteurs des poignées de valeurs
qui font le marché aujourd'hui. Est-ce que cette situation de polarisation, de divergence extrême, est-ce qu'elle est soutenable dans le temps grâce au fait justement que la partie croissance, ou en tout cas les poches de croissance du marché, soient des poches tenues par des titans en termes de capitalisation boursière? Alors, c'est une vraie question, puisqu'aux États-Unis, on sait très bien que la capitalisation des deux premières sociétés, donc Apple et Microsoft aujourd'hui, en fait, n'a jamais été aussi élevée. Et on sait qu'en France, le club des 5, en quelque sorte, trust les places les plus élevées dans la pondération du CAC 40, notamment. Mais pas seulement. En fait, c'est un phénomène qu'on voit dans tous les pays développés. Et donc, je dirais que oui, en fait, c'est un facteur de résilience paradoxale de la bourse, puisque finalement, ça permet à l'environnement boursier d'être séparé par des silos. Et c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, on voit les matières premières anticiper la récession. On voit aussi, sur les matières premières, l'or être dans une tendance très favorable. Donc en fait, ce que j'ai décrit se manifeste sur toutes les classes d'actifs. Que ce soit sur les actions, sur le crédit, sur les matières premières. Vous voyez cette divergence considérable, finalement cet écart insoutenable de performance. Et donc c'est la métaphore, vous savez, des navires de bateaux qui sont séparés, dont les cales sont séparées par des silos, et valide, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on protège les bateaux. C'est-à-dire que s'il y a une cale, un compartiment qui est inondé, cela permet encore au bateau de flotter. Et c'est exactement ce qui se passe en réalité. Donc on a des cales qui sont inondées, qu'on peut identifier, qui sont clairement identifiables. Les banques régionales aux États-Unis, problème qui n'est absolument pas réglé. L'immobilier dans les pays développés, les pays émergents. Et finalement, on voit que l'inondation des cales reste compartimentée. Sont compartimentées et ne sont pas suffisantes. Cette inondation n'est pas suffisante pour faire couler le navire. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que c'est soutenable et à quelles conditions en fait, on peut continuer finalement à voguer? Je dirais que c'est soutenable tant que la croissance mondiale, qui porte justement ces méga capitalisations, est résiliente. Et donc finalement, le juge de paix de toute cette histoire, de ce narratif, finalement, ce sont les pays émergents. Puisque c'est une bonne partie, les pays émergents représentent une grande partie de leur croissance. L'Inde et la Chine vont contribuer cette année à plus de la moitié de la croissance mondiale dans les projections du FMI. Voilà, ça illustre l'enjeu. Donc l'enjeu est considérable. Et finalement, on voit que le scénario boursier et de stabilité financière plus largement à long terme, à moyen-long terme, sera décidé par la santé économique, par les perspectives de croissance des pays émergents. Quand on a une partie aussi importante du marché qui est déjà dans la récession ou qui intègre déjà la récession, Jean-Jacques, d'un point de vue de stratégiste, entre guillemets, ou de tacticien de marché, est-ce que c'est là qu'on a envie d'être dans l'idée de se projeter au-delà du ralentissement ou de la récession qui arrive ou qui finira par arriver, la question du timing étant ouverte, mais est-ce que c'est là qu'on a envie d'être ou est-ce qu'on préfère être encore dans le voyage avec les grandes valeurs de croissance, méga cap, qui permettent de maintenir le bateau à niveau? Alors, vous posez la question des stabilisateurs automatiques, en réalité des retours à la moyenne, etc. Or, la divergence que j'ai décrite, elle est auto-entretenue. En fait, il n'y a pas de retour à la moyenne possible dans ce cadre, puisque en fait, on voit bien que les petites sociétés, elles sont paralysées aujourd'hui par un manque de financement. Les banques régionales sont paralysées par un problème systémique sur la stabilité de leurs dépôts et sur l'alternative du cash, du monétaire, qui aux États-Unis maintenant représente un rendement potentiel de 4 à 5%. On le voit partout. Et donc, ces problèmes systémiques, aujourd'hui, ne vont pas se résoudre par un coup de baguette magique. Il faut quelque part purger. Il faut aller
il y aura une vague de défauts. On sait qu'à un moment, il y aura un risque systémique. On sait que le bateau continue à voguer, mais que des compartiments continuent d'être inondés dans le bateau, et que les banques centrales, aujourd'hui, tant qu'elles n'ont pas la capacité de baisser les taux, donc en fait, tant qu'il n'y a pas finalement de moteur au niveau de la politique monétaire, il y aura d'autres inondations de cales de bateaux, et à ce moment-là, le risque pour le navire est toujours présent, et il ne faut sûrement pas aller vers les petites capitalisations, les sociétés finalement sous qui l'eau sont à risque. Ouais. Aujourd'hui. Bon, on verra, hein. On rappelle, effectivement, l'inflation américaine va toujours dans le bon sens, mais en rythme mensuel annualisé ou trimestriel annualisé, on a encore une inflation autour de 5% aux États-Unis, qui empêcherait sans doute la Fed d'agir trop rapidement si la récession était là aujourd'hui, en ce moment, ou juste demain. Oui, pour plusieurs raisons. Parce que, premièrement, la Fed n'a pas fait tout ce chemin pour tout de suite se contredire et rebaisser les taux. Ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, en réalité, c'est qu'aujourd'hui, les perspectives d'inflation sous-jacentes ne sont pas encore complètement résorbées, ni en Europe, ni aux États-Unis, ce qui laisse peu de marge monétaire à court terme. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci pour votre éclairage, cette analyse de marché que vous nous apportez chaque mois dans Smart Bourse. Jean-Jacques Oana, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Et donc, je vous propose de voir ou revoir l'intervention de Paul de Froment, qui est avec nous il y a quelques jours, analyste chez Bryan Garnier, sur le sujet du plastique, des déchets plastiques et de la pollution générée par ces déchets plastiques. Un sujet qui a été traité au sommet il y a quelques semaines après par les ministres du G7. C'est l'annonce la plus récente, je dirais, ça date du 16 avril à peu près, lorsque les ministres respectifs du climat sont réunis au Japon et ont pris cet engagement de bannir la pollution plastique d'ici 2040. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont pris cet engagement ? C'est assez simple, c'est un enjeu qui est quand même assez important. Alors j'aime bien dissocier le plastique de la pollution du plastique, le déchet plastique. Le problème, c'est le déchet plastique qui cause de nombreux problèmes. Le premier, c'est que on a aujourd'hui ce qu'on appelle un continent de plastique qui est au large d'Hawaï, qui fait, pour donner un ordre de grandeur, à peu près 6 fois la France. Donc il y a un véritable enjeu de pollution des écosystèmes marins. Et c'est aussi un problème pour la santé humaine, puisqu'on retrouve en fait des microplastiques dans toute la chaîne alimentaire, que ce soit les poissons, les crustacés, les fruits et légumes. On estime qu'un individu ingère à peu près une carte de crédit. Oui, j'ai la même référence. Toutes les semaines, que j'ai vérifié aujourd'hui. Parce que c'est vrai, c'est pas une légende, c'est pas un mythe urbain qu'on répète comme ça à l'envie. Non, c'est vrai. Et donc la taille d'une carte plastique, d'une carte ça fait 5 grammes. Voilà, c'est ça. Ça fait 5 grammes de chaque plastique. Semaine. Ouais, chaque semaine. Bon, après, évidemment, c'est une moyenne. Mais l'idée, en fait, c'est qu'on retrouve des microplastiques un peu partout, que ce soit dans la nature ou dans les aliments. Et donc, comme vous dites, c'est bien la question des déchets, parce que on entend beaucoup d'industriels, y compris du recyclage, etc. Le plastique est une matière qui a beaucoup de vertus, malgré tout, oui. Paul. Oui, tout à fait. On l'utilise de toute façon dans notre quotidien, dans énormément de secteurs. Ça a une consommation d'énergie qui, quand même, qui est moins importante que le verre ou l'aluminium. Donc, ça reste... ça a quand même beaucoup de vertus. Maintenant, le problème, en fait, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on en produit beaucoup, parce qu'on produit à peu près 450 millions de tonnes de nouveaux plastiques par an. Et on crée 350 millions de tonnes de déchets de plastique par an. D'accord. Donc, et en fait, sur ces 350 millions, seulement 10% sont recyclés. Donc en fait, on voit que le problème, il est vraiment au niveau du qu'est-ce qu'on fait de ces déchets plastiques. Et les 90% qui ne sont pas recyclés, en fait, sont mis en décharge ou incinérés. Donc en fait, le problème est là. Et aujourd'hui, c'est pour ça que moi j'aime bien prendre l'exemple du PET, qui est le deuxième plastique le plus produit dans le monde. Donc on utilise PET, c'est un tiers pour les emballages, notamment, surtout tout ce qui est packaging bouteille, et 2 tiers dans le textile. Donc si vous prenez le PET, aujourd'hui vous avez 90% du PET qui n'est pas recyclé.
D'accord. Parce qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas faire parce qu'on a des plastiques, on a des emballages qu'on appelle des plastiques complexes, donc qui réunissent plusieurs types de plastiques, des plastiques souillés. Il faut respecter des contraintes de couleur. Donc il y a tout un procédé qui fait que le recyclage est très difficile. Comment on réfléchit aux solutions, et quand je dis comment, c'est comment les entreprises qui sont impliquées effectivement dans cette filière plastique réfléchissent aux solutions envisageables, possibles, demain, après-demain, en tout cas pour essayer de tenir un engagement tel qu'il a été fixé par les ministres du G7, suppression des déchets plastiques d'ici 2040. Alors aujourd'hui, je dirais il y a deux types de solutions, en tout cas que nous on voit à travers justement des sociétés cotées en bourse et à travers des sociétés innovantes. La première est plutôt au niveau du recyclage, et la deuxième pour vraiment des nouveaux plastiques. Donc je dirais la première au niveau du recyclage, comme je vous le disais, le recyclage c'est un véritable enjeu. Parce que voilà, c'est difficile, il y a beaucoup de contraintes, et surtout aujourd'hui si on regarde le recyclage dans le plastique, c'est ce qu'on appelle du recyclage mécanique. C'est 99% du recyclage mécanique, c'est-à-dire qu'on collecte, on trie, on broie et on reconstitue. Ça c'est le cas pour le PET, et le problème de cette technique c'est que le PET, les propriétés du PET s'altèrent au fur et à mesure du nombre de recyclages. Donc en fait, on peut répéter ce cycle que 3 ou 4 fois, et après, ça devient du déchet plastique. Je comprends. Donc c'est une solution presque temporaire. Donc il y a une société en France qui s'appelle Carbios, qui justement a développé une solution de recyclage, cette fois qui n'est pas mécanique, mais plutôt enzymatique, qui a des enzymes propriétaires, et qui en fait arrive à déconstruire le PET pour le reconstituer par la suite. Et en fait, le schéma de Carbios est très intéressant, puisqu'en fait, il permet de s'affranchir des contraintes du recyclage mécanique, parce que, premièrement, on peut recycler tout type de PET, peu importe la couleur, la constitution en fait, de l'emballage. Et en plus de ça, le PET, les propriétés du PET ne s'altèrent pas au fur et à mesure des cycles de recyclage. Donc c'est là où en fait on économise réellement du déchet plastique. Ils en sont où de ce procédé? Parce que c'est une small cap, mais ça pèse quand même quelques centaines de millions de market cap. Oui, Carbios, c'est 340 millions de market cap. C'est une boîte historique, enfin voilà, un nom connu, on va dire, de la cote small cap parisienne. Ils en sont où du procédé? Les phases, l'industrialisation de ce procédé est aujourd'hui possible? Il y a des partenariats? Où est-ce qu'ils en sont justement de leur développement? Alors aujourd'hui, la technologie de Carbios est totalement validée. Donc on sait, ils ont des partenariats, ils ont un partenariat exclusif avec Novozymes pour la production d'enzymes. Ils ont aussi un partenariat avec Indorama. Donc ils ont déjà leur démonstrateur. Donc c'est pour ça qu'on sait que technologiquement ça fonctionne très bien. Maintenant, ils sont en pleine phase de lancement commercial. L'idée étant de signer évidemment des licences comme beaucoup de biotech industrielles. Nous on pense qu'ils sont en excellente voie pour y arriver, parce qu'ils ont une technologie qui est unique et qui répond à un véritable besoin aujourd'hui dans le cadre en fait, de cet enjeu de déchets plastiques. Qui sont leurs clients naturels? Ce sont les boîtes de recyclage, les boîtes de collecte de déchets, de recyclage? C'est toute cette chaîne-là qui est visée? En fait, toutes les entreprises qui sont exposées en fait, de près ou de loin au PET sont des clients potentiels pour Carbios. Ouais. L'autre manière de faire, c'est, comme vous le disiez, c'est dès la production, dès la conception du plastique, essayer d'apporter quelque chose de nouveau, de bio, de différent, qui puisse changer, j'imagine, le cycle de vie du produit derrière. Oui, tout à fait. Alors là, c'est justement un autre type de solution qui, pour moi, est complémentaire à celle de Carbios. Souvent, j'entends que c'est antinomique, c'est pas le cas, c'est complémentaire. Le marché est tellement large que, de toute façon... on a besoin du recyclage et des nouveaux plastiques, j'imagine. Et là, on a une société hollandaise qui s'appelle Avancium, qui est aussi cotée en bourse, qui est un peu plus petite en termes de capitalisation boursière que Carbios, parce qu'elle fait 150 millions de market cap, qui, elle, a développé un nouveau plastique qui s'appelle le PEF, qui en fait correspond aux mêmes usages, je dirais, que le PET. Mais sauf que là, c'est un plastique qui est 100% végétal. Aujourd'hui, la plupart des plastiques, 99% sont composés de dérivés pétrochimiques. Et là, le PEF, c'est 100% végétal. C'est issu là, en l'occurrence, de pulpe de betterave, mais ça peut être aussi issu de céréales. Et l'idée, en fait, c'est de produire un plastique qui soit donc bio,
à mesure où voilà, il n'est pas dérivé de pétrochimie. Et surtout, ce qui est intéressant avec le PEF, c'est qu'il a des propriétés techniques qui sont supérieures à celles du PET et du RPET, puisqu'il permet une meilleure barrière à l'oxygène, il est plus léger, il est plus résistant. Et là, où est-ce qu'ils en sont de la techno, du cycle de développement? C'est une boîte néerlandaise, hein, c'est ça? C'est une boîte néerlandaise, tout à fait. Ils viennent, alors eux, ils ont passé la phase démonstrateur, ils sont en train de créer leur usine à vocation commerciale et ils ont signé leur première licence avec un partenaire américain qui s'appelle Origin. Et l'idée, c'est de continuer à signer des licences pour pouvoir permettre en fait à d'autres acteurs de la chimie verte de créer le PEF et ensuite de le commercialiser. Quand on parle d'utilisation de végétaux, céréales ou pulpe de betterave, oui, c'était la question qu'on se posait aussi sur les biocarburants. On parle de déchets. Ils arrivent avec des déchets de végétaux qui n'amputent pas, j'allais dire, par exemple, la consommation de céréales pour l'alimentaire ou pour la nourriture. Ils arrivent à utiliser quand même des parties non nobles ou de déchets végétaux pour cette production-là? Alors, c'est toute la question. Ouais. C'est vrai que ça revient souvent. On avait vu ça avec les biocarburants. Hein, ouais. Je me souviens très bien, qui utilisaient à un moment la céréale et donc il fallait quand même utiliser des surfaces qui auraient pu être des surfaces agricoles alimentaires pour de la production de carburant. Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que aujourd'hui, ils utilisent de la betterave et donc la betterave qui pourrait être en fait, dans le circuit alimentaire. Maintenant, en fait, on peut faire du PEF. Ce qu'on appelle le feedstock, en fait, la matière dont on a besoin pour faire du PEF, doit être végétale et elle peut être de plusieurs sources. Ça peut être autre chose. Ça peut être du bois, ça peut être du glucose, ça peut être voilà. Donc on peut s'affranchir de cette problématique. Ouais. Paul Defroment, analyste chez Bryan Garnier, qui vient régulièrement évoquer avec nous les sujets de transition écologique et environnementale sur le sujet du plastique en l'occurrence. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.